Ma sœur Hélène était mon aînée, elle avait 11 ans de plus que moi, elle avait 96 ans. Elle a eu toutes les maladies possibles et imaginables, elle avait toutes les pathologies, mais elle tenait. Et je savais bien que quand même ça cheminait vers la fin, mais que je voulais comprendre quel était cette espèce de secret qu'elle avait d'être une femme pas malheureuse et pas abasourdie par ses difficultés, par sa santé. Alors je mets ça sur le compte de deux choses. Un, aristocrate. C'est-à-dire, on porte beau, on ne montre pas, et surtout, on n'a pas à se plaindre. Se plaindre, c'est une vulgarité. Et je prends ça à mon compte tout à fait. Deuxième chose, elle était une femme curieuse, c'est-à-dire que jusqu'au bout, elle s'intéressait aux autres. Je vous dis, le dernier jour, avant qu'elle ait son arrêt cardiaque, elle était dans la salle des urgences et il y avait tous les patients, dont beaucoup de gens de couleur. Il y avait les enfants de ces patients qui jouaient au foot entre les jambes des gens qui attendaient les urgences. Et elle a regardé ça et ça l'a fait rire. Et pof, son cœur a lâché. Et je me suis dit que c'est un peu comme ça que je voudrais mourir. C'est-à-dire mourir en s'intéressant, en n'étant pas absent, en n'étant pas enfermé dans son propre corps et dans sa propre vie. Alors, évidemment, quand même, dans les derniers mois, on voyait qu'elle déclinait, que c'était compliqué, il y avait des pathologies qui faisaient que ça s'approchait. C'était l'été, et à un moment donné, je pars dans ma maison, j'ai une maison dans le Gers, et elle me dit « Ah, tu vas dans le Gers ? Tu sais, je ne peux pas y aller parce que le médecin dit que c'est trop loin d'un hôpital quand même. Mais alors je ne te verrai qu'en septembre. » J'ai entendu dans sa voix qu'elle pressentait. On n'en parlait jamais de la mort, on n'en parlait jamais du moment où elle allait partir. Mais je sentais qu'il fallait que je revienne. Alors j'ai pris plusieurs fois, j'ai fait des séjours auprès d'elle, ici à Paris. Et c'est le soir, quand je rentrais chez moi, j'étais imprégnée de ce sentiment qu'il fallait que je fixe la mémoire. Parce que la mémoire est dangereuse. On oublie les choses, on les transforme. Si on laisse passer le temps, et regardez, au 19e siècle, tout le monde tenait un journal. Parce qu'il faut tout de suite écrire ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu. Et puis en plus, quand même, moi je suis une famille de lettres, je suis une écrivain, donc les mots me servent, j'en ai besoin de mettre noir sur blanc ce que je ressens. Et puis voilà, les pages s'accumulaient, et puis elle nous a quittés, et puis alors des moments les plus difficiles sont arrivés, c'est-à-dire vider l'appartement, les objets, l'absence, et surtout l'équilibre qui se transforme dans la famille. Quand un membre important de la famille s'en va, tout le reste se rééquilibre différemment. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah bah ça y est, c'est moi qui suis le toit de la maison maintenant. Et puis, pas seulement ça, il faut que quelqu'un s'en aille pour qu'on se rende compte de la place énorme qu'elle tenait. C'est-à-dire, elle était une espèce de mât auquel toute la famille était accrochée. J'ai perdu ma mère en 93, elle est décédée quand j'étais très petite. Et c'est ma sœur Hélène qui a tenu à bout de bras cette petite famille de Nicolas. Nous étions 4 femmes, mes 2 sœurs et moi. Mes 2 sœurs et moi, donc on était 3, et ma mère. Et j'ai toujours admiré le grand courage, la grande, comment dire, dignité avec laquelle elle tenait cette famille ensemble. Et puis, évidemment, quand quelqu'un s'en va, qui vous est très proche, on ne peut pas s'empêcher de penser à la mort en général. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est pas grave, la mort. C'est même assez intéressant. Je pense que c'est l'événement le plus important de la vie. J'avais déjà vécu ça avec Michel Legrand, quand il nous a quittés en 19, le 26 janvier. Et lui, alors il n'était pas croyant, mais il était spiritiste. Il faisait tourner les tables, il croyait qu'il parlait avec les morts. Moi qui suis très marxiste-léniniste, en fait, je n'avais pas du tout de conviction de ce genre. Et il me disait toujours, tu me crois, tu as confiance en moi. Je dis, bien sûr, Michel, j'ai confiance. Alors pourquoi tu ne me crois pas ?
c'est formidable ce qui se passe après. On va tous se retrouver, et puis c'est bien. C'est un monde infiniment plus intéressant que la vie. Et je pense ça. Je pense que les morts, je dis quelque part, c'est eux qui gagnent. Parce qu'ils nous laissent en plan, nous, sur Terre, avec tous les soucis et le chagrin. Mais là-bas, peut-être que c'est formidable. Et peut-être qu'il y a, on se prépare à ça. Et quelqu'un de très noble comme était ma sœur et très intelligente, doucement, elle s'élevait au-dessus de nous comme ça. Elle m'a dit cette phrase extraordinaire. Elle me disait que des choses extraordinaires. Elle parlait peu, mais tout ce qu'elle me disait était exceptionnel. Et elle m'a dit, par exemple, tu sais, c'est bien d'être vieux. Tout d'un coup, on voit les choses vues d'avion. On est resté cette formule. C'est génial. C'est ça la vieillesse. On monte, et on voit les choses de plus en plus, de plus haut, avec aussi peut-être de la bienveillance. Oh, Rachida, mais quel plaisir! Oui, vous avez bien fait, Alors, comme on est un petit peu en période de réserve électorale, j'espère que ça vous a échappé. C'est que donc, je ne vais pas faire un petit discours, sinon c'est mon adjoint. Moi, je souhaitais. Tu veux un micro pour bien se faire entendre. On se connaît dans le final c'est un petit moment. Ce que j'aime, cher Martin, entre nous, c'est la vitalité, c'est l'énergie, c'est le combat aussi pour les femmes en toutes circonstances. Et en ce moment, quel que soit le lieu où on se trouve, ce combat est toujours d'actualité. Et surtout, ce livre magnifique sur ta Je sœur. te l'ai apporté, regarde. Je te l'ai signé. Merci. Tu vas être obligé de le lire, ma pauvre. Dans tout ce que tu as à faire au moment. Mais alors, détrompez-vous, autant, parce que comme on est inondé, les livres empathiques ou les portraits, et ça met un peu de baume au cœur et un peu de douceur dans cette ambiance très électrique. Donc voilà, merci d'être là. Mais je pense surtout, alors si je peux dire quelque chose. Oui, bien sûr. C'est le tour. Comment ça, il ne marche pas? C'est le tour des femmes. Je ne marche pas. C'est le tour des femmes. C'est vraiment. Il n'y a pas de meilleure définition de ce qu'est le rôle des femmes aujourd'hui. Non seulement c'est notre tour, mais nous sommes forcément plus en phase avec la vie et les meilleurs. On l'était déjà avant, parce que moi je fais un spectacle de Georges de Sand, elle disait déjà ça. Sauf que maintenant ça y est, maintenant on peut le faire, on peut appliquer tout ça. C'est normal, mais c'est pas, si on ne le dit pas, c'est pas rigolo. En tout cas, voilà. Il y a C'est que moi, je fais pour des le photos. livre, c'est pour Macha, mais je voulais vous souhaiter la bienvenue, et évidemment, parce qu'il y a une bonne conférence. Merci, je réponds. Merci vraiment. C'est Noël, tu vois, c'est Noël. Et son équipe qui va. Quand on parlait de la mort, mais il marche plus ton micro, il marche pas. Alors, je vais passer à Madame Dati. Bon, il y a quelque part, c'était De toute façon, Avancez. allez. Alors, on avance. De toute façon, on entend la part. Alors, nous étions sur la place de la mort dans notre vie. Personne ne peut en faire abstraction. J'ai appelé mon livre « Je marche vers elle ». C'est vraiment ça. Nous allons tous vers ça. Et il faut se rendre compte que peut-être ça nous oblige. Ça nous oblige de penser que ça n'est pas nul, la mort. C'est pour ça que moi, voyez par exemple, je vous donne un petit exemple personnel, je ne veux pas être incinérée. Je veux... Il y a d'autres gens qui veulent pas. Parce que je ne veux pas qu'on m'annule. Je pense que ce qui se passe là-bas,
il y aille doucement avec... enfin bref, c'était une des, comment dire, des conséquences de mes réflexions. Et je pense aussi que l'approche de la mort, c'est-à-dire quelqu'un qui sent qu'il va partir, excepté quand on est hors de ses moyens parce qu'on a ou Alzheimer ou qu'on est entubé de tous les côtés. Et de ce côté, moi je suis favorable au suicide assisté pour cette raison. Mais quand on a une mort à peu près naturelle, comme a eu ma sœur, naturellement des maladies, des souffrances, elle prenait à la fin elle était souvent fine et tout ça, mais elle était toujours là, elle était toujours présente. Et sans parler, elle m'a passé quelque chose. C'est ça que j'ai voulu vous donner. Parce que je pense c'est une chaîne, n'est-ce pas? Nous disons des choses les uns les autres, et c'est peut-être le rôle des écrivains. Michel Legrand, il disait que la musique, ça doit aider à vivre. Et bien moi, je pense que l'écriture, ça doit aider à vivre. On est là pour se tendre la main les uns aux autres et se dire des choses. Et si moi, je trouve les mots un peu mieux que vous, eh bien, prenez-les, emparez-vous de ça et emparez-vous de cette audace que j'ai. On va parler de votre audace, on va parler du rapport de votre sœur aux hommes. Et je voudrais vous en parler là-dessus. C'est une femme célibataire, aux hommes contrariés. Et vous dites que les hommes n'ont pas choisi, ils l'ont contraint à une position de paxé, de fiancé éternel. Cher Macha, qu'est-ce que ça dit de l'évolution du rapport? Plus fort. Qu'est-ce que ça dit? On n'a rien, ni le ciel, ni le rien. Alors, est-ce qu'on c'est la magie du direct? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Et moi, est-ce que ça marche? Ça marche. Est-ce que moi ça marche bien? C'est bien? Alors, je voudrais qu'on s'arrête un court instant sur le rapport de votre sœur aux hommes. Votre sœur était une femme célibataire, aux hommes contrariés. Vous dites que les hommes ne l'ont pas choisi, ils l'ont contrainte à une position de backstreet et de fiancée éternelle. Qu'est-ce que cela dit de l'évolution du rapport à la féminité du féminisme, cher Macha, et de votre Attendez, rapport? il y a plusieurs sujets. Si vous voyez sur la couverture de mon livre, ma sœur était une très jolie femme. Ce n'était pas du tout un laidron, hein. Elle était même éclatante. Elle avait une présence extraordinaire. Mais, justement, elle était un peu trop. Les hommes n'aiment pas beaucoup ces femmes-là. Parce qu'il faut rester dans l'ombre un peu de ce mec. Voilà. Donc, elle a été dans ce sens, à l'image de cette évolution des mœurs, que moi j'ai embrassé d'une façon beaucoup plus, comment dire, volontaire, parce que je suis une fille de 68, et que pour moi 68 était un mouvement féminin, principalement. Nous avons changé le monde, tout a changé. Les rapports entre les hommes et les femmes, les rapports entre les parents et les élèves et les enfants, les élèves et les professeurs, les gens dans le travail, tout a changé. Quand on regarde les photos de manifestants de 68, c'est trop rigolo, ils sont tous en costume 3 pièces, avec le gilet, pas de basket. Les baskets sont arrivés après. Les jeans et les baskets sont arrivés après. Donc, nous avons vraiment libéré la société à ce moment-là. Et c'est pour ça que moi j'étais anti-gaulliste, parce que De Gaulle, que tout le monde admirait, moi aussi, incarnait le 19e siècle, une société qui n'avait plus goût. Voilà. Alors ma sœur a subi tout ça, plutôt que d'y réfléchir. Moi, j'étais quand même une jeune fille qui réfléchissait parce que j'ai été à la Sorbonne, j'ai eu des tas de connaissances, d'amis qui étaient très politisés. Ma sœur n'était pas politisée, mais elle a subi dans sa chair ce drame. Il y a des femmes qui ont fait peur aux hommes, et c'était ça. Elle était trop bien, elle était trop, et elle était en plus digne. Elle ne se plaignait pas. Moi, je me suis plainte davantage. Hein. Moi, j'ai cassé les pieds à tous les hommes qui n'ont pas voulu accepter ma personnalité. Donc, j'en ai changé à cause de ça. C'est casser les pieds pour dire que... C'est-à-dire ne pas se transformer, ne pas
s'avilir, ne pas être une autre personne pour faire plaisir. Je vois bien que dans l'amour, il faut quand même, bien entendu, essayer de rendre l'autre heureux, mais pas au prix de devenir une personne différente, ou de mentir, ou de cacher les vraies ambitions qu'on a. Ça marche pas, ça. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, ça marche plus. Hein. Voilà. Un très court instant sur votre rapport à la littérature. Quel est le pouvoir de la littérature pour vous aujourd'hui? De l'art en général. Ah oui, mais de la c'est une littérature très bonne en question parce que la littérature a eu une place considérable toujours au XIXe siècle, quand on pense à Zola, après Simone de Beauvoir, Frédéric Duras, etc. Aujourd'hui, ce pouvoir est passé dans les mains de la science et du cinéma. Et disons de l'industrie de l'image. Et ça, à part quelques écrivains qui sont encore écoutés, et beaucoup de femmes, Annie Ernaux, vous voyez, des femmes qui ouvrent des chapitres, ouvrent des voies. Chez les hommes, il y a des grincheux comme Houellebecq, c'est-à-dire qui voit tout mal, tout va mal et toujours de mauvaise humeur. Et il y a ce matin, j'ai eu un coup de téléphone avec Régis Debray, qui est mon ami et qui a beaucoup aimé mon livre, ça m'a beaucoup ému. Et je lui dis, Régis, je n'aime pas quand vous faites des livres négatifs, quand vous faites des livres où vous avez donné l'impression que le monde va mal. Le monde va bien, ça va mieux, tout va mieux. On souffre moins, on vit plus longtemps, on prend des vacances. C'est incroyable, les gens oublient. Donc on peut écrire des livres graves, mais pas noirs. Ah voilà, Ça, c'est très bien votre formule, je vais me la garder, ça c'est bien. Ce pas noir, c'est très juste. C'est-à-dire ne pas être déprimant. Parce que, et puis en plus, on n'a pas le temps d'être déprimé. C'est pas si long une vie, hein. Et quand vous voyez au chevet de ma sœur, je pensais ça tout le temps. Je me disais, bon, moi, combien il me reste encore, il faut que je m'en occupe. Hein. Donc, et c'est pour ça que je suis une fervente de la vieillesse, parce que la vieillesse, c'est un aboutissement. Et il y a quelque chose il y a du désintéressement dans la vieillesse. C'est-à-dire qu'il faut absolument réaliser tous les trucs qu'on n'a pas encore fait, et donc qu'on maîtrise davantage, qu'on a les armes pour exécuter tous les plans qu'on avait, et toutes les ambitions qu'on a. Et aussi, ce qui est beau dans la vieillesse, c'est que on fait des choix, on perd plus de temps. Vous savez, moi, j'ai enlevé de mon carnet tous les emmerdeurs, tous les gens qui ne m'aiment pas. Vous n'êtes pas encore dans mon carnet, mais... Et donc, je pense que c'est le privilège de l'âge. C'est de sélectionner les gestes, les personnes, les endroits. Et donc, à mon avis, on vit très heureux. La vieillesse, c'est un âge heureux. C'est pas du tout un âge triste. C'est pas un âge déprimant. C'est un âge, au contraire, d'apothéose. Voilà, c'est une apothéose, la vieillesse. Vous allez voir, hein, vous êtes tous très jeunes, là. Vous savez quel âge j'ai? Bravo, je suis sur la 86e. Oui, voilà. Je vais même plus loin, wishful thinking, mais je pense que même la santé, on se la fait. C'est une décision, la santé. Tout est un choix. Ça, c'est ça qui est formidable. On peut vraiment se fabriquer la vie. Alors, beaucoup de conditions. La première, ne pas se laisser embrigader. Réfléchir par soi-même. Et j'aime beaucoup tous les grands discours que font certains politiques sur l'esprit critique. L'esprit critique, c'est nous, c'est l'Occident, c'est la société merveilleuse dans laquelle nous sommes. Alors ça veut dire ne pas hurler avec les loups, ne pas être dans des courants et sans réfléchir. Deuxième chose, profiter de la beauté qui est autour de nous. Aller dans les musées, aller au théâtre, écouter de la musique, voyager, aller voir les beaux paysages de France. Alors lire, bien entendu, mais tout le temps. Lire, c'est tout le temps. Tout le temps. Ça, il faudrait avoir un bouquin dans la poche tout le temps. Tout le temps. Voilà. Mais tout ça, ce sont des enrichissements, ce sont des choses qui sont à notre disposition.
Et je suis toujours étonnée quand j'entends des gens qui restent chez eux, qui ne sortent pas, qui vont pas au théâtre, qui vont pas au cinéma. Mais c'est là, c'est à nous, c'est à notre disposition. C'est un éblouissement Voilà. perpétuel. Et puis, je suis aussi une fervente de l'Occident. Darius Rochebin, chaque fois que j'y vais, il se moque de moi là-dessus, parce qu'il me dit, petit temps, votre Occident, il est drôlement en déclin. Je ne suis pas d'accord. Par exemple, tous ces commentateurs, tous ces journalistes font sans arrêt des observations sur les deux, Trump et Poutine. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que ces deux énergumènes sont l'émanation de deux peuples qui vont mal. Les Américains, un Américain sur deux est obèse. Et 10% est sous fentanyl et il meurt comme des mouches. En Russie, un Russe sur deux vit au seuil de la pauvreté. Je peux vous dire que je sais de quoi je parle, hein, parce que tous ces films que nous voyons qui nous montrent le fin fond de la Russie, c'est effrayant. Poutine ne fait rien pour son peuple. Les routes ne sont pas asphaltées, ils vivent dans des cages à poules, il n'y a pas d'électricité, l'eau est polluée. C'est monstrueux. Bon, donc déjà, la misère, et 10% de la population est shootée à la vodka. Vous voulez dire que c'est des peuples qui peuvent élire quelqu'un d'autre que des imbéciles comme Poutine et Trump? Alors, c'est ça. Nous avons en Europe, en Occident, une richesse de réflexion, de contradiction, comment dire, de concertation. Je suis amoureuse de l'Europe, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, il faudrait que tout le monde s'en rende compte de ça. Tu es d'accord avec moi, toi? Bien sûr. J'ai quelques amis dans la salle. Il n'y a pas que lui. Machar va évidemment parler de votre rapport à la musique. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Michel Legrand exprimait que la musique doit aider à vivre. Il n'y a pas que lui, Nietzsche a dit ça aussi. Là, oui, on va parler de Michel. Alors, bon, j'ai eu une très grande chance dans ma vie, c'est de rencontrer Michel Legrand, enfin de retrouver Michel Legrand, puisque nous étions aimés 50 ans plus tard, avant, et que nous nous sommes retrouvés 50 ans plus tard. Mais c'est une histoire que maintenant je peux comprendre. Il faut essayer de voir les choses d'une façon positive, c'est-à-dire, certains nous ont dit, oh, mais quel dommage, si vous aviez vécu ensemble votre vie, toute votre vie, ça aurait été mieux, vous auriez eu des enfants. Je pense pas. Je pense qu'il avait sa vie à faire. Moi, j'avais ma vie à faire. On se serait frité, mais constamment. Et donc, quand nous nous sommes retrouvés, moi j'avais 74 ans et lui en avait 82, on s'est offert notre vie l'un à l'autre. Donc, c'est aussi dans le sens de ce que je vous disais sur la vieillesse. Si nous n'avions pas, chacun de notre côté, accumulé des vies riches, intéressantes, avec aussi des tas d'échecs, de souffrances, etc., mais qui font la personnalité. Et quand vous verrez, vous viendrez me voir, George Sand, elle raconte ça très bien. Elle dit de quelle manière les souffrances nous construisent, nous aident, font de nous les personnes qui traversent tout ça. Et donc j'ai vécu cet incroyable bonheur. Je peux dire, c'est peut-être que tout le monde n'a pas cette chance, j'ai connu le bonheur, je sais ce que c'est. Et c'est évidemment une entente qui va au-delà de l'amour. C'est pas forcément que l'amour, c'est aussi l'idée que enfin j'étais chez moi, je sais pas comment vous dire, enfin j'avais trouvé l'endroit où il fallait que je sois pour agir, pour faire, pour mettre à profit tout ce que moi-même j'avais compris, tout ce dont j'avais envie, tout ce qui pouvait, ça servait. Alors on a commencé à entreprendre énormément de choses et je regrette qu'il soit parti si tôt parce que, alors il m'a laissé un cahier des charges, je vous dis, j'ai un opéra, des chansons inédites, un film, et donc quand j'écrivais ce livre, je le sentais près de moi parce que je pense qu'il appréciait beaucoup que je fasse ça. Il me disait, mais toi, il faut que tu parles, il faut que tu parles, parce que les gens ont besoin que tu t'exprimes. Ce qui est très bouleversant, c'est que votre sœur et Michel se tendent la main. Vous leur donnez ce Alors, moment attendez, il faut que je vous dise que quand même, dans ma famille, tout d'un coup, enfin, de me marier officiellement avec un grand compositeur à l'église et à la mairie, j'ai tout d'un coup eu l'approbation de toute la famille. Parce qu'elles n'ont pas toujours été
avec moi, mes deux sœurs. Il y a donc 10 et 11 ans de différence entre ma sœur Elisabeth, Hélène et moi. Une génération, hein, c'est beaucoup 10 ans. Et donc, quand je me suis, moi, évidemment, engagée en 68, elles n'étaient pas du tout d'accord, elles étaient très chiraciennes. Donc, elles pensaient que je filais un mauvais coton. Et pendant beaucoup d'années, nous avons été assez éloignés. Et avec le temps, c'est ça qui est magnifique, c'est que la sororité prend le dessus. C'est plus fort d'oublier tout ça, toutes les différences et toutes les mésententes, au nom de quelque chose qui est plus grand que nous. Parce que c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Hein? Être sœur ou être frère, c'est quelque chose qui... Alors j'entends quelquefois des gens qui se sont fâchés avec leurs frères et leurs sœurs, je me demande comment ils font. C'est très dommage, parce que ça, c'est aussi une place dans la hiérarchie. On est un numéro dans une famille, et on est une place. Et ça, c'est quelque chose qui est indiscutable. Il n'y a pas beaucoup de choses indiscutables dans la vie. Hein. Il y a pas beaucoup de choses qui sont... Voilà. Donc moi, je ne suis pas une généalogiste. Je m'en fous un peu de savoir qui sont mes ancêtres. Je sais qui c'est, mais ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, dans le cadre d'une famille, cet équilibre qui se crée entre des frères et des sœurs, je pense que c'est un bien précieux qu'il faut entretenir. Alors, ce livre donc parle de la mort, mais c'est un hymne à la vie. Hymne à la vie, on va finir avant les questions du public par un hommage appuyé à Michel Legrand. Je vais donner la parole à Guillaume Muret, qui est un psychologue et qui a une grande passion pour Michel Legrand. Guillaume. Qui n'a pas de passion pour Michel Legrand? Oui. Alors, je vous conseille vivement d'aller voir Les Demoiselles de Rochefort au Lido. Ceux qui l'ont vu, c'est magnifique. Vous savez, il y a eu très peu de bonnes adaptations de musical fait d'après les films de Jack Demy, mais celui-là, c'est une réussite totale. D'abord parce que c'est pas vraiment le film. Il y a 25 danseurs qui chantent, qui dansent 36 numéros, y compris des claquettes qui ne sont pas dans le film. Et c'est d'une... Comment dire? On sort de là de bonne humeur pour 15 jours. C'est formidable. Donc vraiment, et c'était un peu la vertu de Michel Legrand. Sa musique vous remonte le moral. Hein, c'est une musique qui, je sais pas, il a une vertu très particulière que n'ont pas beaucoup de musiciens. Vous voyez, Chopin, là je suis plongée dans Chopin avec mon spectacle, c'est sombre hein, quand même, hein, c'est pas joyeux. On n'a pas l'impression qu'on a envie de partir en vacances avec lui. Hein. Non, mais ça touche quelque chose. Mais c'est autre chose, c'est la beauté, c'est l'au-delà, là aussi, parce que lui, il nous dit des choses, Chopin, sur justement quelque chose de supérieur, qui n'est pas de ce monde. Voilà. Alors, cher ami, qu'est-ce que vous m'avez réservé? Bonjour à tous. Eh bien, justement, en hommage à Michel Legrand, j'imagine que vous connaissez quand même tous certaines de ces bandes originales de films, parmi les plus grands films et les plus belles musiques qui soient. Machin, je vous ai apporté une petite surprise aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez celui-ci. Je vous montrerai après. Happy Ending, Happy Anniversary. Chose. Qui est-ce qui est assez cool? Qui c'est? Alors, c'est la bande originale. Apparemment non, donc c'est juste la bande originale d'un film de Richard Brooks. Richard Brooks, c'est quand même celui qui a fait Graines de violence, mais aussi La chatte sur un toit brûlant et d'autres grands films. Et il sort ce film en 1969. C'est un film qui est pas terrible, qui n'est jamais sorti en France et qui n'a pas tellement fonctionné aux États-Unis. Je peux vous dire que si Macha, qui est une autorité, alors, je vais vous faire une Michel confidence Legrand, que vous ne savez connaît pas. pas vraiment, c'est déjà. Et d'ailleurs, sur la pochette, vous voyez, le visuel, il n'est pas terrible, c'est un gâteau qui est dans une poubelle, c'est un gâteau de mariage. Et en fin de compte, ce film, c'est l'histoire d'un couple américain qui fait passer sa vie, qui revoit toutes les étapes de sa vie. Et apparemment, si on en croit la couverture qui était la pochette du film, ça se passe assez mal. Sauf que Michel nous a fait un truc dingue, que personne n'a fait avant lui, qui est une idée géniale. C'est pas juste « Ah, quelle belle mélodie, les arrangements sont incroyables ». C'est d'un culot invraisemblable. Personne n'a fait avant lui, je crois que personne l'a fait après, c'est unique, personne ne connaît ce disque.
Non, machin. Donc c'est vraiment une perle pour vous ce soir. Alors, on va l'écouter, mais je vous raconte l'histoire. On lui demande donc de composer cette musique de film. Et, corrigez-moi si je me trompe, il avait quand même différents projets en même temps. Il travaillait vite, il travaillait bien, il avait des fulgurances. Mais là, il essaie de trouver une idée et se souvient de l'histoire du film. On lui dit que c'est deux personnes qui voient leur vie défiler. Et il a une idée incroyable sur un morceau, le reste c'est ce qu'on appelle de la musique de film, très bien, avec des mélodies, etc. Mais sur un morceau qui s'appelle Collage, il va construire le morceau en faisant une colonne vertébrale avec une basse et un piano, et puis surtout la rythmique, la batterie. Donc ça, pendant 4 minutes, ils sont là, ils tiennent le morceau. Et pendant que tout le morceau défile, comme si c'est votre vie qui défilait, il y a des extraits assez courts, 5 secondes, 6 secondes, parfois moins, d'autres musiques qui rentrent dans le morceau et qui ressortent. C'est pas une accumulation, c'est pas comme si vous mettez un violon, puis un deuxième, puis un troisième, à la fin. Non, ça rentre et ça sort. Et ça dure pendant 4 minutes. Et c'est quoi ces extraits de morceaux? Eh bien, c'est sa vie. C'est tous les morceaux de musique de film qui n'ont rien à voir avec ce film-là, qu'il a fait avant. Et qu'il incorpore dans ce morceau. Alors, le réalisateur est OK, je ne sais même pas s'il a compris, je ne sais même pas s'il a reconnu ce que Michel avait fait. Donc, Michel a mis en musique sa propre vie dans ce film qui exprime justement, qui raconte cette histoire-là. Donc, regardez bien cette pochette que vous ne verrez plus jamais de votre vie. C'est une belle histoire à raconter. Une deuxième histoire dans que cette j'ai lignée eue. où vous en mettez. Et on va écouter petit un peu. extrait assez court. C'est que Gene Simmons, qui est l'héroïne de ce film, qui était la femme de Brooks, Absolument. a eu une histoire d'amour fulgurante avec Michel. Et donc, c'était un hommage à Gene Simmons. Elle était ravissante, vous vous rappelez comme elle était. Et finalement, Michel est reparti dans ses pénates et il a abandonné Gene Simmons qui retourne chez son mari. Donc peut-être que la musique raconte ça aussi. Alors, je vous propose d'écouter 1 minute 30, Oui. mais vous allez voir, il y a des musiques que vous allez reconnaître ou pas. C'est assez rapide, c'est quelques extraits à peine, mais quelle idée de génie. On y va. Donc ça commence, basse batterie, tranquille, on y va. Attention. Premier film. Et ça switch derrière, hein, ça switch. Ce qui est incroyable, c'est que c'est pas seulement le son de la composition et des arrangements, c'est que sur la même rythmique qui est là avec sa swing, hein, c'est pas un truc blanc passe partout, il incorpore des genres et des styles totalement différents et ça fait une chanson vraiment spéciale. Voilà, c'était un hommage au génie de Michel. Guillaume, viens voir. Je vais vous faire un cadeau. Est-ce que tu peux avec ma clé? Alors, On va dans quel lieu? non, alors, est-ce que tu peux juste raconter l'histoire qui est juste magique quand même? Oui, c'est une histoire incroyable. Michel avait, il avait une quantité de musique inutilisée. Quand j'ai ouvert tous ces dossiers, j'ai trouvé des chansons inédites, toutes des tubes possibles. Et une fois, je lui ai dit, mais écoute, il faut qu'on fasse quelque chose. Il m'a dit, tu sais, il n'y a pas de paroles, parce que c'était un peu brouillé avec ces paroliers américains, les Bergman.
qui était tellement célèbre que quand il envoyait ses musiques, il disait mais who's going to sing that? How much money will be? Alors lui il disait mais il ne pensait pas combien ça coûtera, mais il pensait qu'il fallait faire des paroles. Donc il s'était un petit peu brouillé avec ses paroliers et moi je lui ai dit Michel, on va faire un truc. Je vais appeler tous mes amis écrivains et on va leur demander d'écrire des paroles de tes chansons. Et alors, vous savez, il était modeste, il m'a dit oh, tu sais, ils ne me connaissent pas. Et dès que j'ai soulevé mon téléphone, tout le monde a dit oui. Alors, j'ai une chanson de de Eric Manuel Schmitt, de Irène Frein, de Philippe Grimbert, de Yann Kefelec. Tout le monde a fait des chansons. Mais parmi ces chansons, il y en avait une qui était une chanson qu'il avait écrite pour le film de Demy, 3 places pour le 26. Et qui, une scène entre Françoise Fabian et Yves Montand, qui se séparent. Et il a écrit cette chanson, il l'avait enregistrée comme ça, un peu, pas dans un grand studio, mais pour faire entendre la chanson à Jacques Demy. La chanson n'a pas été utilisée. La scène a été coupée au feu. Et Michel, qui n'aimait pas beaucoup ce film, m'a dit oh, bah, c'était la chose la mieux du film, mais il n'a pas voulu la couper. Bon. Alors j'écoute cette chanson, et je me suis dit quand même, je voudrais la chanter, parce que j'ai enregistré quelques chansons de Michel. Je l'ai donc enregistrée dans la même tonalité que Michel. Et quand nous étions dans le studio d'enregistrement, Guillaume Tell, qui est un grand studio, où Sting fait ses enregistrements, et Michel était là, il y avait un assistant, un petit geek, qui me dit ah bon, est-ce que vous avez l'enregistrement de Michel? Je dis oui. Il vient de sortir un logiciel. Il était sorti il y a 15 jours. Ça date de 3 semaines. Il a réussi à sortir la voix de Michel et j'ai chanté en duo avec Michel, la voix de Michel il y a 40 ans. Alors pour moi c'est bouleversant, c'est une chanson qui s'appelle Ensemble, mais on n'est pas équipé pour écouter ça. C'est une petite clé. Et pourtant, il va falloir revenir. Non, mais alors, ça fait rien. Vous l'aurez dans je vais envoyer un petit message. Mais alors merci l'intelligence artificielle, parce que c'est grâce à ça qu'on a réussi à sortir la voix de Michel sans aucun artefact, il n'y a rien, la voix est parfaite. Et moi j'ai chanté en duo avec lui. Alors voilà, c'est une chanson que, pour l'instant, elle n'est nulle part, parce que nous avons composé cet album avec tous ces inédits de Michel. Il y a aussi une autre œuvre que nous avons écrite ensemble, qui est un opéra à 2 personnages. Alors je veux vous raconter ça parce que c'est une belle histoire de création. Michel voulait faire un film depuis très longtemps, un film musical, sur l'histoire d'un chef d'orchestre et d'une de ses élèves aveugles. C'était tiré d'un roman que je ne trouvais pas formidable. Enfin, il a voulu faire ce film pendant très longtemps. Et son idée principale, c'était que les personnages parlaient et leurs pensées chantaient. Et leurs pensées ne disaient pas la même chose que ce qu'ils disaient. Ça, c'était une idée quand même royale. Et quand il en a parlé à Jim Kelly, qui était âgé, Jim Kelly a dit quand j'y ai pas pensé, c'est une idée formidable pour le faire. Ce film, il se fait traîner pendant très longtemps, il a fait faire des scénarios successifs, et pendant 15 ans, il n'arrivait pas à monter ce film, et puis comme il était trop âgé pour être assurable, à la fin, ça devenait de plus en plus compliqué. Puis un jour, il va faire un concert à Londres, de jazz, avec son trio, et il rencontre Robin Williams, qui parle un peu le français et qui lui dit mais c'est bien ton histoire, moi je vais le faire le film. J'ai 2 mois libres en France, et hop. Il m'appelle, je m'appelle au milieu de la nuit, il m'appelle, mais tu ça y est, on va faire le film. Parce que Robin Williams a accepté de jouer le rôle du chef d'orchestre. Ce con, il se suicide 3 semaines plus tard. Michel était tellement affecté, il s'est dit, alors il y a quelque chose, il y a un mauvais œil sur ce sujet. C'est un film qu'il ne faut pas faire, il faut faire attention. Et moi, je savais qu'il était chagriné que son idée ne soit pas utilisée, pas exploitée. Alors je lui ai dit, écoute, tu sais, on va faire, c'est plus facile qu'un film, c'est coûteux un film, on va faire un spectacle de théâtre, un opéra, où il y aurait les 2 personnages et leur voix à côté d'eux, des chanteurs qui seraient leurs âmes,
leur voix. Donc ça, je lui a beaucoup plu, cette histoire. Je lui ai trouvé un roman de Clément Rosset, qui est un philosophe formidable. J'étais même étonnée que Michel aime ça, parce que c'était pas un lecteur d'essais. Et c'est l'histoire d'une femme qui va tous les jours dans un café pour écrire, qui est écrivain, genre Nathalie Sarraute, comme ça, et qui rencontre un jeune garçon qui vient tous les jours, et tous les jours il est habillé autrement, il est bizarre, commence à parler, et elle découvre qu'il est prostitué pour mec. Et ça l'intéresse beaucoup. Et donc, Michel a aimé cette histoire, parce qu'il n'y a pas vraiment de dénouement, c'est un peu comme l'histoire avec de la jouée Mastroianni avec La vie particulière, je ne sais pas si vous connaissez ce film. Mais ce n'est pas tout à fait la même histoire. Et donc, il m'a écrit les musiques de ça, et je me bats pour monter cet opéra qui est un inédit, bien entendu. Moi, je jouerai le rôle de l'écrivaine. Et le garçon sera un chanteur formidable. C'est donc Jasmine Roy qui sera ma voix, qui chantera. Et les deux seront côte à côte, n'est-ce pas, avec leur double qui chante. C'est donc un projet que je caresse depuis longtemps. Je l'ai proposé au Châtelet. Il y a des questions, il était très intéressé, sauf que le Châtelet a eu des difficultés financières énormes. Et maintenant, ils sont obligés de faire des grands spectacles publics. Et Olivier Pi, qui dirige maintenant le Châtelet, qui est directeur artistique, va faire les parapluies de Cherbourg. Ils vont recommencer. Ils l'ont déjà fait il y a quelques années. D'ailleurs, c'était formidable. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, le Châtelet, avec Michel, il avait souhaité que l'orchestre soit sur scène, que l'orchestre soit un personnage. Et donc, les chanteurs, Nathalie Dessay, Jasmine Roy et Michel, qui finissait le spectacle avec un parapluie, qui sortait de scène avec un parapluie. On a vécu des choses, écoutez. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce qu'il faut faire. Il faut avoir des projets, et des projets grands, plus grands que vous, difficiles, impossibles. C'est la seule façon de rester vivant. J'aime pas dire rester jeune, parce que je ne crois pas que ce soit un mérite d'être jeune. On est jeune, mais par contre, bien vieillir et mériter sa vieillesse, ça on peut le faire. Ça c'est à notre portée. Donc, je vous engage, tous, je vois à peu près l'âge moyen là, je vous engage à entreprendre. Faites des choses. Faites des choses dont vous avez rêvé, même que vous pensiez impossibles. Des choses de votre jeunesse, des choses que vous aviez abandonnées, etc. Vous savez, quand j'ai créé une association qui s'appelait les 50e Jubilantes, c'était il y a un certain temps, j'ai reçu 6000 lettres de femmes qui étaient très souvent des femmes divorcées, enfin qui étaient déplaquées, et qui me disaient, voilà, moi je vais... Il y en a une qui voulait être coiffeuse, l'autre qui voulait être chanteuse, l'autre qui voulait me montrer sa photo en maillot de bain. Donc, je pense qu'il faut profiter des choses qui apparaissent comme des inconvénients. La solitude, la vieillesse, ce ne sont pas des inconvénients, ce sont des avantages, parce que quand vous êtes seul, vous avez le temps. Alors, je parle à toutes les veuves, là, il faut profiter de ce qui apparaît comme des inconvénients. Voilà, ça c'est vraiment, si je peux vous avoir convaincu là-dessus, alors je vais passer une bonne soirée. Merci mille fois pour votre présence et ce que vous avez donné ce soir. Vous allez pouvoir vous faire dédicacer les livres de Macha. On monte l'escalier, on prend un petit verre et on l'achète et on se fait dédicacer les livres de Macha. Je voudrais qu'on la remercie à nouveau très très fort. Je remercie la Marie Castel, Madame Lamère, Achille, toute son équipe, Christophe Poisson, Marie-Liès, Nicolas, merci à Guillaume, merci à Patricia Réby, merci à vous tous pour votre présence et votre fidélité. On se retrouve au premier étage, on voit un verre et on se fait dédicacer les livres de Macha.